Et un autre trouble à réparer. Cette fois-ci, cette lampe à luminothérapie. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut. Ça fait quelques années qu'on se sert sporadiquement de cette lampe à luminothérapie à la maison. Et la lampe, soudainement, cessé de fonctionner. Elle a développé un trouble ou bien son tube était brûlé, terminé, fini. Alors, sans tarder, j'ai commandé un nouveau tube de remplacement. C'est un tube fluorescent de 36 watts, n'est-ce pas? Et en mettant le nouveau tube dans la lampe, j'ai bien constaté que c'était pas ça le trouble. Le problème était toujours présent. C'est-à-dire, vous le voyez, la lampe ne s'allume pas vraiment. On voit le filament à la base, ou les filaments qui s'allument, mais c'est tout. Pas de fluorescent allumé, comme on pourrait s'attendre après quelques secondes, même dans ce cas-ci, quelques fractions de secondes. Donc, il fallait ouvrir le capot et regarder qu'est-ce qui ne va pas. Alors, c'est une lampe avec un circuit électronique. Ce n'est pas une lampe seulement avec un transformateur, là. Il y a définitivement de l'électronique, donc il y avait de l'intérêt à voir ce qui n'allait pas et tenter de le réparer. Ce que j'ai réussi. Et je voudrais vous montrer le sommaire des manipulations que j'ai faites et les recherches que j'ai faites pour trouver le trouble. Je vous dis d'avance, toutes les manipulations que j'ai faites et que je vous montre dans cette vidéo ont été faites lorsque la lampe est débranchée complètement, donc pas sous alimentation, et aussi les condensateurs électrolytiques déchargés. C'est bien important que vous fassiez ça. On parle de haute tension dans ce genre de circuit à découpage et aussi à tube fluorescent. C'est des centaines de volts qui sont utilisés. Donc, avant de manipuler, on décharge, on court-circuite les condensateurs électrolytiques qu'on voit dans le circuit. Alors, quel est le trouble? Condensateur électrolytique? Non, mais... Alors, la première étape, c'est bien sûr le désassemblage de la plaquette, ce que j'ai fait assez rapidement. Et j'en ai profité pour faire une bonne analyse visuelle des troubles, ce qu'il pouvait y avoir. On regarde les connexions, les composants, les soudures, et on s'aperçoit qu'il y a une broche qui connecte au tube fluorescent qui était mal soudée, en tout cas craquée. Et j'ai constaté que ces broches, les 4 broches, étaient d'un fini qui était difficile à souder. Et j'ai donc décidé de les remplacer tout simplement avec des bouts de fil de calibre AWG14, des bouts de fil de cuivre que j'ai façonnés au bout. Et ça a réglé le problème, j'ai fait des belles soudures. Par la suite, j'ai voulu mesurer toutes les jonctions PN, les diodes, le multimètre en mode diode. On s'assure évidemment que les jonctions sont d'environ entre 0,5 et 0,7 volts, ce qui était le cas ici sur toutes les diodes que j'ai mesurées. Et par la suite, j'ai fait les transistors, même chose, entre 0,5 et 0,7 volts. Et on sait qu'un transistor a 2 jonctions, on vient d'en voir une, et voici la deuxième. J'ai fait les 2 transistors comme ça. Par la suite, j'ai fait de l'observation. Je me suis dit, faisons maintenant les transformateurs ou les bobines. S'assurer qu'on n'a pas des circuits ouverts. Donc, cette fois-ci, le multimètre est en mode on. Et je vérifie qu'il n'y a pas des bobines ouvertes en regardant où sont connectés les différents signaux. Alors, ce n'était pas le cas. J'ai continué maintenant. Je suis passé aux résistances. Alors, j'ai regardé les résistances, mesurer et comparer aux valeurs indiquées sur les résistances. Bon, des fois, ça pourrait être mesuré plus bas s'il y a des résistances en parallèle dans le circuit. Mais quand même, ça donne une bonne idée, comme ici, 5,1 ohms sur cette résistance, et l'autre identique à 5,1 ohms. Alors, j'ai continué, je suis passé au condensateur électrolytique, j'ai bien sûr déchargé au préalable. J'ai mesuré en mode capacitance, condensateur sur le multimètre. 33 microfarades, c'est 32. Et 32 microfarades sur l'autre aussi. J'ai bien sûr vérifié les polarités sur le condensateur. Ensuite, j'ai mesuré les autres condensateurs. Des condensateurs réguliers non polarisés, céramiques ou autres. Toujours en mode capacitance sur mon multimètre. Alors, j'ai bien vu que des 220 enregistraient 191 nanofarades, qu'un 100 nanofarades nous donnait 98.
et un autre ici de 220 de 991, donc ça semblait correct, rien d'évident à première vue. J'en avais un autre ici à mesurer qui était de, je crois, 33, et celui-ci se chargeait tranquillement, mais on voit bien que c'était près de 33 nanofarad lorsque déchargé. Donc, c'était pas un trouble ici. Maintenant, je suis passé au condensateur suivant, celui-ci. C'était celui-ci qui m'a donné du trouble, je vous le montre. Le voilà, condensateur de 6,8 nanofarad. Le testeur me disait qu'il n'était pas un condensateur. Et la mesure avec l'ohmètre, court-circuit. J'ai trouvé le vilain. Alors, j'ai trouvé un substitut, un 10 nanofarad 1 kV. Et en le mesurant, j'ai bien vu que j'étais à 8,4, ce qui est très près du 8,2. Donc, parfait pour substitution, même tension en plus. Alors, je l'ai soudé en place, bien sûr. On prend le temps de faire un bon travail. On chauffe suffisamment. Et voilà, le tour est joué. Condensateur installé. Tout de suite, j'ai remonté la plaquette. J'ai voulu l'essayer sans hésiter. Remonter la plaquette dans le boîtier, reconnecter le tube fluorescent et résultat satisfaisant, c'était le condensateur qui était court-circuité et rien d'autre. J'ai aussi vérifié le mode demi-intensité puisque c'est une lampe à 2 intensités. Pas de problème. Alors, pourquoi pas prendre quelques minutes pour regarder rapidement qu'est-ce qui s'est produit avec notre condensateur et jeter un petit coup d'œil rapide sur le fonctionnement général, la construction générale de ce genre de lampe. Alors ici, c'est un circuit similaire, pas identique, à la lampe Verulux que j'ai réparée. C'est un circuit dans une lampe compacte fluorescente qu'on peut acheter. Celle-ci, c'est une lampe de 11 watts. Le circuit ici est gracieuseté de Pavook.org qui a fait ce qu'on appelle du reverse engineering, donc qui a regardé la plaquette et qui a redessiné le circuit. Alors évidemment, on a ici le côté primaire, ou si vous voulez, le côté de l'alimentation qui est classique avec de la protection sur l'entrée et bien sûr un pont de diode pour faire du redressement et un condensateur électrolytique ici pour faire du filtrage. Bon, par la suite, on a une tension CC donc qui va se propager jusqu'ici. Et cette tension CC-là va être assurée, découpée par un circuit oscillant à plusieurs dizaines de kHz pour que nos oreilles ne l'entendent pas, évidemment. Donc, c'est une alimentation à découpage qui fonctionne peut-être à, je ne sais pas, moi, disons 50 kHz. C'est un circuit résonnant ce qui, à mon avis, fait démarrer et fait fonctionner ces transistors-là, c'est ce circuit ici RC et probablement en combinaison avec d'autres valeurs ici, crée une constante de temps qui fait osciller ce circuit ici. Maintenant, il ne faut pas exclure le bobinage et le condensateur ici et ici dans la détermination de la fréquence d'oscillation. D'accord? Il y a beaucoup ici d'éléments qui sont là, par exemple les 2 diodes ici pour la protection des transistors. Ici, il y a une partie comme le diac, c'est pour le démarrage, ici, fort probablement aussi. Mais l'essentiel est qu'on a une haute tension assurée ici, genre 3, 4, 500 volts qui se développe aux bornes de notre lampe fluorescente. Et on a ce condensateur-ci, C6, qui est nommé avec les inductances résultantes là, du circuit ici du côté de notre haute tension qui font osciller à une certaine fréquence et en incluant ce condensateur-ci sur le démarrage. Alors le condensateur qui a claqué dans la lampe Verilux, c'est celui-ci qui est en série avec le tube. Alors il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on allume cette lampe, ou un circuit comme ça, similaire, il y a un courant et une tension assez élevée qui doit être appliquée. Et c'est le rôle du circuit de démarrage, d'abord de partir l'oscillation et ensuite de fournir une tension plus élevée lors du démarrage. Et une fois le tube allumé, la tension peut diminuer, le courant peut diminuer et le tube va rester allumé.
Alors, c'est cette exposition répétée à une tension élevée, un courant élevé, qui a eu raison de notre condensateur, qui dans notre cas était de 8200, celui-ci c'est 6800, et le nôtre était de 1 kV, celui-ci est de 630 volts. Alors, ça a eu raison du condensateur. Est-ce qu'il était sous-spécifié? Peut-être qu'il aurait pu mettre un condensateur à valeur plus élevée. Peut-être que le condensateur était aussi défectueux en partant, donc c'est dur à dire. Alors, c'est cette pièce qui a lâché. Je l'ai remplacée et maintenant tout est correct. Si vous vous demandez à quoi sert cette thermistor à rampe positive, donc ça veut dire que si le courant augmente, la résistance augmente dans le thermistor. C'est là pour stabiliser le courant de fonctionnement. Donc, plus le courant augmente, plus la résistance augmente. Et donc, on stabilise la résistance du circuit et donc on diminue le courant. Ce condensateur ici sert essentiellement au démarrage en passant. Et c'est celui-ci qui prend la relève une fois le circuit stabilisé. Alors voilà, ça couvre pas mal ce que je voulais vous montrer dans ce circuit. Bon, c'est similaire, c'est pas identique à ce circuit, mais ça donne quand même une très bonne idée du fonctionnement général. Alors voilà, c'était simplement un foutu condensateur bien ordinaire. Mais ça me donne l'occasion de vous parler d'un paramètre qui est la résistance série équivalente. Un paramètre qui caractérise un condensateur. Il y a un internaute, un bidouilleur, qui m'a rappelé que j'aurais pu, dans ma vidéo de réparation précédente sur l'égalisateur Rain, j'aurais pu parler du fameux paramètre ESR. Et j'ai omis de le faire, donc j'en profite pour en parler maintenant. Alors, le circuit équivalent du condensateur réel et non pas idéal inclut des éléments parasites dans la construction. Un de ces éléments, c'est évidemment une résistance en série avec le condensateur idéal, puisque comme une batterie, comme un semi-conducteur, ce n'est pas parfait, un condensateur. Alors, lorsqu'on regarde le fonctionnement d'un condensateur, on voit bien que le condensateur a une limite dans la capacité de débiter un courant instantané, et donc il y a une résistance en série. Alors c'est cette résistance-ci dont je veux vous entretenir aujourd'hui. Les condensateurs électrolytiques, en particulier, ont cette résistance série plus élevée que les condensateurs céramiques, par exemple. Alors, ce qui arrive souvent avec les condensateurs électrolytiques, c'est que cette résistance-là devient très grande. Et donc, même s'il y a toujours un effet capacitif, bien, il est malheureusement dilué ou contrecarré par la résistance série du condensateur. Et donc, on perd l'effet réactif du condensateur. Et à la limite, il n'y a plus de condensateur de présent dans notre circuit puisque cette résistance-là devient beaucoup trop élevée. Alors, c'est ce qu'on parlera, un problème de résistance série équivalente qui est devenue trop grande. Le condensateur est foutu. On le balance à la poubelle et on le remplace. Okay? Alors, dans le cas de notre lampe Verilux, cette lampe de luminothérapie, ce n'était pas un problème de SR dans le sens où ce n'est pas une augmentation de la résistance série équivalente. C'est tout simplement, il y a eu claquage à l'intérieur avec exposition à répétition, à des tensions très élevées. Et donc, on ne parle pas ici du problème de la résistance série équivalente, qui s'est produit tout simplement à l'intérieur. Il s'est développé un court-circuit à la sortie. Bon, on pourrait mettre le court-circuit ici, là, au bord du condensateur. Alors, ça n'a rien à voir avec la résistance série équivalente, mais quand même, on comprend que ce condensateur-là était foutu, il était devenu comme un bout de fil, tout simplement. Alors voilà, je voulais prendre l'occasion de vous parler de la résistance série équivalente, d'accord? Parce qu'elle est importante dans les circuits. On la calcule ou on l'utilise en fait, cette résistance, lorsqu'on fait de la conception de blocs d'alimentation, entre autres, ou même de circuits résonants, pour comprendre le facteur Q, pour comprendre la capacité qu'aura notre condensateur électrolytique de faire du bon filtrage. Parce que plus cette résistance-là est élevée, plus ça va créer une contrepartie, si vous voulez, à la capacité qu'a le condensateur de bien faire son travail. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui vous montre toutes les étapes que j'ai accomplies pour trouver le trouble
qui était à première vue pas évident. C'était pas un semi-conducteur, c'était pas le fusible, c'était pas même pas les condensateurs électrolytiques, même pas des résistances, mais éventuellement, j'ai quand même mis le doigt sur le bobo. Donc, faut pas abandonner, il faut continuer à chercher avec les outils qu'on a. Comme vous avez vu, un bon multimètre avec le mode diode, avec si possible le mode condensateur de mesure de capacité, et bien sûr dôme-mètre, peut aller pas mal loin dans la recherche et pour trouver un trouble dans les circuits électroniques. Alors, on se débrouille souvent avec ce qu'on a et on réussit à aller pas mal loin quand même. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se reprend avant longtemps. Continuez de me suivre, continuez de voter votre appréciation et continuez de me supporter. À la prochaine!